Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble les 10 plus grosses entreprises espagnoles. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec la revue de cette sélection. Donc, je suis allé sur ce site pour récupérer la liste des 10 plus grosses market cap et je vous ai préparé une petite watchlist sur Coifin. Donc, on va voir dans cette sélection, on est beaucoup sur la vieille économie. En Espagne, on est pas mal sur des bancaires, des utilities, de l'industriel. Il y a un peu d'IT quand même, avec Amadeus. Alors, comme d'habitude, on présente les colonnes de cette watchlist. On a le ticker, donc à la Bourse de Madrid, le nom d'entreprise, l'industrie dans laquelle opère l'entreprise, la capitalisation boursière en dollars, vu qu'on l'a pas en euros ici, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 3 multiples de flux, donc la valeur d'entreprise sur EBITDA, le price earning et le price sur cash flow, à chaque fois sur les 12 derniers mois, 2 multiples par rapport au bilan, le prix sur actif tangible, ça va nous intéresser pour les banques, le rendement des capitaux investis, ça c'est plutôt pour les activités industrielles, le rendement des fonds propres pour les activités financières, l'endettement de l'entreprise, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire, donc qui inclut dividende et rachat d'actions, free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier que ce payout ratio est bien ce qu'il est en réalité, puisque le payout ratio se calcule par rapport au bénéfice net dilué et le dividende se paye via les free cash flow. Donc il faut que ça soit équivalent. On commence tout de suite avec la première entreprise de cette liste, le géant mondial de la fast fashion, donc Inditex, plus connu sous le nom de sa marque Zara. On est sur une market cap de 156 milliards de dollars US, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 6,4%, qui est de la croissance organique, donc c'est vraiment pas mal du tout, ce niveau de croissance. Des multiples qui sont pas si élevés que ça, pour une entreprise qui est qualitative. On est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA de 14, donc ça c'est un peu cher, mais un price earning de 25,6 et un price sur cash flow de 21,2. On est sur des multiples qualité-croissance, mais la qualité est au rendez-vous. On voit qu'on a un rendement des capitaux investis à 27,5%, donc ça c'est pas mal. Un rendement du dividende à 3,6%. Le bémol, c'est qu'on a de la dilution sur ce titre, vu qu'on a un rendement d'actionnaire à 2,15%, contre un rendement du dividende à 3,6%, donc dommage. On a un payout ratio qui est calculé à 55%, les free cash flows sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ce payout ratio est en réalité plus bas que ce qui est indiqué ici. Donc sur Inditex, le seul souci, c'est cette dilution. La valorisation est un peu chère, mais le dossier est qualitatif. Banco Santander, la plus grosse banque espagnole, on est sur 103 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 4,4%. On va regarder plutôt le price earning pour les banques. On est sur un price earning qui est inférieur à ma zone value pour les banques, c'est-à-dire 10. En Europe, le multiple médian, qui est pour moi pas trop cher payé, c'est en dessous de 10 fois les bénéfices. C'est le cas par exemple pour BNP et Crédit Agricole en France. Là aussi également c'est le cas pour Banco Santander, donc c'est pas si cher payé. Ce qu'on aimerait avoir, ce serait une décote sur actifs tangibles. Mais on n'en a pas ici, on a une surcote de 30% par rapport aux actifs tangibles. Pourquoi est-ce qu'on aimerait avoir cette décote ? Parce que les actifs tangibles d'une banque, ça va être des actifs financiers, des contrats, des produits dérivés, des obligations, etc. Et comme le bilan d'une banque est assez incompréhensible à comprendre, c'est d'ailleurs ce qui me fait tenir à l'écart des banques, eh bien on aimerait avoir une décote par rapport à ce bilan pour éviter les trop grosses erreurs en termes d'évaluation. Le rendement des fonds propres à 13%, ça c'est tout à fait bon. Pour une banque, un BNP ou un Crédit Agricole est autour de 10% de rendement des fonds propres. Ici on a 13%, ce qui est vraiment pas mal. Un rendement du dividende à 3,5%, donc ça c'est intéressant, avec un rendement de l'actionnaire à 7%. Donc vraiment pas mal du tout. On a un payout ratio qui est pas trop élevé. Il y a une bonne partie des free cash flow, ou des bénéfices nets ici sur les banques, qui passent en rachat d'actions, mais c'est soutenable à ce niveau-là. Banco Santander, si vous autorisez à investir dans une banque, ça peut être intéressant pour un profil plutôt rentier. Iberdrola, on est sur l'énergéticien espagnol, on est sur 102 milliards de dollars US. Un market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 4,2%, ce qui est pas mal pour un secteur très mature. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 10,2, ça c'est un peu cher payé pour le secteur, qui est quand même très mature. Un price earning de quasiment 19, ça c'est aussi un peu cher payé, et un price sur cash flow de 26,4. Donc c'est pas si donné que ça, Iberdrola. On a un rendement des capitaux investis qui est à 7,3%, c'est correct, c'est convenable, mais c'est pas exceptionnel non plus. On a
une dette nette, alors à voir si c'est vraiment ce chiffre-là, il y a peut-être des loyers qui sont inclus dedans, donc à retraiter, mais 6,9 c'est insoutenable. Je suis pas sûr qu'on soit endetté à ce niveau-là. Par contre, il faudra vérifier dans les résultats financiers, dans les publications financières du groupe. On a un dividende qui est à 4,2%, mais un rendement actionnaire à 3,2%, donc dommage, on a de la dilution sur Iberdrola. Un payout ratio à 20,8%, mais les free cash flows sont plus bas que les bénéfices nets, on doit être peut-être à 40-45% pour le payout ratio. Donc bon, c'est pas si intéressant que ça Iberdrola, parce que le multiple sont un petit peu élevés, et du coup le rendement du dividende est un peu faible. L'intérêt de ce genre de dossier, c'est uniquement le dividende, et du coup le rendement est pas assez élevé à cause de la cherté du titre, la cherté relative du titre. Banco Bilbao, donc là c'est BBVA, deuxième banque espagnole, on est sur une market cap de 79 milliards de dollars US, une croissance du chiffre d'affaires de 11,5% en rythme annualisé sur 5 ans, donc je pense qu'il doit y avoir une fusion, une acquisition sur BBVA, puisque c'est pas un niveau de croissance qu'on observe sur les banques en général. On a un price earning de 7,9, donc ça c'est pas cher payé, on est vraiment dans notre zone value pour une banque, ça c'est pas mal. On a un rendement des fonds propres à 18,3, ça c'est très bon, hein. Pour une banque, il y a un bon rendement des fonds propres ici, un bon rendement du dividende à 5,5, et un bon rendement de l'actionnaire à 6,2%, donc il y a des rachats d'actions en plus. On a un payout ratio qui est à 39%, ce qui est tout à fait soutenable, donc ce niveau de dividende est en plus sécurisé. Voilà, BBVA, si vous investissez dans une banque, ça me semble être un bon dossier. Ensuite, CaixaBank, donc la rivale, on est sur la numéro 3 en Espagne, on est sur 56 milliards de dollars US de market cap. Une croissance pareil qui est assez élevée à 13%, en rythme annualisé sur 5 ans, donc je pense qu'il pareil, il a dû avoir une acquisition, une fusion pour CaixaBank, à vérifier. Là, on est sur notre zone de cherté de 10, un price earning de 10, ça commence, au-delà, ça va commencer à être un peu cher pour une banque. On n'a pas de décote sur les actifs tangibles, comme c'était le cas d'ailleurs pour BBVA au-dessus, hein, donc là on n'a pas de marge de sécurité. Un rendement des fonds propres à 16%, ça c'est intéressant. Un rendement du dividende à 7,9%, ah ouais c'est pas mal, et un rendement de l'actionnaire à 9,7%, donc il y a des rachats d'actions en plus. Le payout ratio en revanche est un peu élevé sur CaixaBank, on est à 68,2%. Voilà, il faut pas s'attendre à ce que les dividendes augmentent beaucoup plus pour cette banque. On aimerait avoir une décote, hein. Sur les actifs tangibles, c'est pas le cas, donc bon, il n'y a pas de marge de sécurité supplémentaire sur ce dossier, mais voilà, si vous êtes en entier et que vous investissez dans les banques, pourquoi pas. AENA, donc ça correspondrait au Vinci espagnol, on est sur les infrastructures de transport, donc les aéroports, on est sur, principalement, on est sur 36 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 5,4%, donc c'est convenable comme croissance. On a 11,6 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 17, quasiment 18 en PE et 17 en price of cash flow, donc on est un peu cher quand même. On est maintenant sur les sociétés qui ont des belles visibilités, hein, donc c'est normal qu'on se paye un peu cher, même s'il n'y a pas une énorme croissance. Le rendement des capitaux investis à 12,5, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Il y a un peu de dette, mais on peut être endetté sur ce genre de dossier puisque ils ont une bonne visibilité sur les cash flows et donc ils ont des taux d'intérêt attractifs. Donc on a 1,8 fois la dette nette sur EBITDA. Un rendement du dividende à 4,4%, mais un rendement d'actionnaire à 3,4%, donc il y a un peu de dilution, malheureusement. On a équivalence free cash flow bénéfice net avec un payout ratio de 61%. Donc le rendement du dividende ne va pas augmenter beaucoup plus que ça, et dommage qu'il y ait un peu de dilution sur ce dossier qui autrement est intéressant, quoique un peu cher payé quand même. Bon, disons que si vous regardez en France, un Vinci se paye sur des multiples moins chers que ça, et il y a des rachats d'actions en plus sur Vinci, il me semble, donc c'est un peu plus intéressant. Amadeus, on est sur le leader espagnol dans le secteur de l'IT. Maintenant, c'est l'IT orienté réservation aérienne. Donc, c'est un géant mondial du logiciel de réservation aérienne, mais sur 34 milliards de dollars US de market cap. 2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il n'y a plus de croissance, hein, sur Amadeus. On a des multiples dignes d'une entreprise de software, quoique on a 15 en valeur d'entreprise sur EBITDA, d'accord, ça c'est un peu cher. 27 en PE, ça c'est un peu cher, mais 15,8 en price to free cash flow. Donc en fait là on est sur une société qui est mature et qui dégage du cash, pas mal de cash hein, quand même. Et donc ça peut être intéressant. Maintenant c'est plus pour de la croissance Amadeus, ça va plutôt être on va dire pour un dividende bien sécurisé et en augmentation progressive. On a un rendement des capitaux investis à 15,7%, donc on est sur une société de qualité. Un peu de dette au bilan à 1,1 fois l'EBITDA, ce qui est pas très élevé, un rendement du dividende à 2,6% et un rendement d'actionnaire à 2,8%. Donc il y a un peu de rachat d'actions.
Le payout ratio, il a 43%, mais on a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc il doit être plus proche des 30%, ce payout ratio, donc on a de la marge pour l'augmenter. Amadeus, voilà, si vous voulez une société de qualité dans votre portefeuille, ça peut le faire. Avec un dividende qui est finalement un rendement de dividende qui est intéressant pour la typologie de qualité, où en général on a des rendements en dessous de 1%, je pense par exemple à Visa, bien qu'on soit pas sur la même qualité, mais bon, vous avez des rachats d'actions sur Visa aussi, donc c'est plus élevé en rendement de l'actionnaire. Donc Amadeus, pourquoi pas, en fonds de portefeuille, on va dire qualité défensif. Ferrovial, on était sur, donc là on est plutôt sur un groupe diversifié de l'infrastructure, de la construction. Donc là on va dire que ça serait le Eiffage espagnol. On est sur 33 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 8,6%, donc ça c'est tout à fait intéressant, c'est un niveau élevé. On a une valeur d'entreprise sur EBITDA de 24,3. Donc attention, ce multiple est très très cher payé. Un price earning de 9,8 et un price of cash flow de 35,8. Je soupçonne qu'on a du résultat, je pense qu'on a du résultat financier en fait, ce qui explique la différence entre les deux autres multiples. Pour avoir un résultat aussi élevé, vu que dans le compte de résultat, le bénéfice est en dessous de l'EBITDA, pour venir amplifier les bénéfices nets, il n'y a que le résultat financier en fait qui vient augmenter ça. Donc Ferrovial, ça veut dire qu'ils ont des participations dans des entreprises, et c'est la quote-part des résultats mis en équivalence qui montre le résultat financier. Donc ça explique pourquoi un price earning en dessous de 10. Maintenant, ça se convertit pas en free cash flow, donc est-ce que c'est intéressant d'avoir un résultat net aussi élevé? Je suis pas sûr. On est à 4% en rendement des capitaux investis, qui est faible, et si vous voyez, on a 50% en rendement des fonds propres, et ça c'est grâce aux participations mises en équivalence, uniquement. Il y a 4 fois la dette nette sur EBITDA, donc ça c'est un peu lourd. Maintenant on est sur, alors je crois qu'ils font aussi des concessions, Ferrovial, donc on est aussi sur un secteur qui a un peu de visibilité sur les cash flows, mais 4 fois c'est un peu cher, c'est un peu élevé, pardon, je veux dire, c'est un peu élevé en termes d'endettement, et donc ça fragilise le bilan. On a un rendement du dividende qui est à 0,8%, mais un rendement de l'actionnaire à 3,5%, donc il y a beaucoup de rachats d'actions sur cette entreprise. Le payout ratio il est à 4%, mais pas vraiment, puisque on a des free cash flow qui sont 3 fois moins élevés que les bénéfices nets, donc on serait plutôt à 12%. Voilà, donc c'est bon, il passe en grande partie des free cash flow en rachat d'actions, donc c'est pour ça que ça rentre pas dans le payout ratio, qui est en fait, si on inclut les rachats d'actions, plus élevé que ça. Ça m'a l'air trop endetté, avec assez peu de croissance ce dossier, et finalement peu de free cash flow, donc je pense qu'il vaut mieux être à l'écart. En DSA, on est sur le numéro 2 de l'électricité, c'est un électricien verticalement intégré. On est sur 28 milliards de dollars US de market cap. Il n'y a pas de croissance sur le dossier, à 1,7% en croissance annualisée sur 5 ans. On est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA de 8,2, un PER de 14,5 et un price of cash flow de 15,8. C'est médian comme valorisation, c'est pas si donné que ça non plus. On a un rendement des capitaux investis à 10,3%, donc ça c'est correct comme rentabilité. Un peu de dette, mais on a de la visibilité sur les cash flows, donc on peut être endetté à ce niveau-là sans problème. 2,1 fois la dette nette sur EBITDA. Un dividende qui a 5,3% de rendement, mais il y a un peu de dilution sur le dossier avec 3,9% de rendement de l'actionnaire. On a un payout ratio qui est à 56%, mais les free cash flows sont moins élevés que les bénéfices nets, donc on doit être à 60%. Donc je pense pas que ce rendement augmente par la suite. Sauf si le payout ratio, si le management s'autorise à augmenter le payout ratio, mais là, 50%, au-delà de 50%, c'est déjà un peu élevé. Donc ce dossier, ça peut être intéressant pour un actionnaire, dommage qu'il y ait de la dilution. Naturgy, on est sur fournisseur de gaz, on est sur 27%, 27 milliards de dollars US de market cap. On a publié en rythme annualisé sur 5 ans, on est en décroissance, donc dommage, une société qui est en phase de déclin. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 8,1, on est sur un price earning de 13,5 et un price of cash flow de 14,4, donc on n'est pas si cher payé, on est sur une valorisation médiane également. On a un rendement des capitaux investis à 8,7%, ce qui est convenable sans être exceptionnel, et il y a un peu de dette sur le dossier à 2,9 fois la dette nette sur EBITDA. Sur ce genre d'entreprise, on a aussi de la visibilité sur les cash flows futurs, donc on peut être endetté à ce niveau-là, mais bon, ça va commencer à peser en frais d'intérêt si on continue à augmenter. On a 6,2% de rendement du dividende, mais un rendement de l'actionnaire qui est inférieur à 5,7%, donc il y a un peu de dilution sur le dossier. Payout ratio à 50%, avec des free cash flow à peu près équivalents au bénéfice net, légèrement moindre, donc on doit être à peu près à 55%. Donc vous l'aurez compris, dans cette revue, on est vraiment sur du traditionnel, sur le top 10 espagnol. On a une seule entreprise tech avec Amadeus, beaucoup de banques,
beaucoup de utilities énergétiques, un peu d'infrastructure, et on a Inditex on va dire en géant mondial du textile. Si on doit retenir quelque chose dans cette liste, moi je pense que Inditex ça le fait dans un portefeuille croissance qualité. C'est pas mal comme dossier. En plus, il commence maintenant à générer des bons free cash flow, donc on va avoir du rendement de l'actionnaire qui va monter. Dommage qu'il y ait de la dilution. Ensuite, si vous vous intéressez aux banques, laquelle on peut retenir, je pense que BBVA est la plus intéressante, c'est la moins chère et en plus la plus rentable, avec un dividende qui est intéressant. Et si on veut du dividende toujours, on peut prendre, alors est-ce qu'on va prendre, ouais, on va prendre Aena parce que Ferrovial c'est trop endetté. Si on veut de la qualité, on prend Amadeus également. Et c'est à peu près tout. On peut avoir Endesa avec Endesa ou Naturgy pour le dividende, mais c'est moins intéressant comme dossier. Donc en numéro 1, en Espagne, on prend le numéro 1 espagnol, Inditex, je pense, ça c'est la meilleure option. Et après en numéro 2, moi je mettrais bien Amadeus, mais c'est par affection pour le secteur. Voilà. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.